Bonsoir à tous et bienvenue à cette 13e session sur la question de la Bible, la science et les origines. Puis on commence notre leçon 7 sur la question de l'astronomie et non pas l'ufologie, comme Chani l'a bien mentionné, mais l'astronomie. Et pour moi, c'est un sujet très intéressant. L'astronomie, je me souviens, il y a des années, je travaillais dans une école chrétienne, une académie chrétienne, puis on faisait des sorties avec les étudiants. Puis une des sorties que les étudiants aimaient le plus, c'est aller à Montréal, au planétorium, puis ensuite au jardin botanique. Puis on faisait toutes sortes d'activités dans ce coin-là. Puis je me souviens, la première fois que je suis allé avec les étudiants, je m'étais assis dans le planétorium, puis probablement, c'était une des premières fois dans ma vie que je m'assoyais dans un planétorium. Là, je commençais à regarder toutes les constellations, tout le mouvement planétaire, puis tout ça, dans l'arrière de ma pensée, le psaume 19 au verset 2 me venait à l'esprit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Puis j'étais vraiment fasciné par les planètes, j'étais fasciné par le système solaire, par toutes les constellations, jusqu'à temps qu'on commence à expliquer. Le narrateur commence à expliquer un peu les différents phénomènes, commence à expliquer un peu les catégories, les galaxies, puis ainsi de suite. Puis là, il commence à lier cela à l'évolution. Puis je me souviens dans mon cœur, là, je regardais les étudiants, on était peut-être une quinzaine d'adolescents, et là, ça me rentrait un couteau dans mon cœur de considérer que cet élément-là qui rend une gloire au Créateur était utilisé pour détourner les gens, parce qu'il y avait plein d'autres jeunes des écoles publiques, et ainsi de suite, puis c'était utilisé au contraire pour détourner les gens de Dieu. Puis une des preuves, puis un des grands témoignages de la nature qui a toujours affecté les gens, on le voit dans les écrits d'Aristote, puis de Platon, puis à travers l'histoire, les Chinois, les Babyloniens parlaient des cieux comme étant un grand témoignage aux divinités, peu importe qui ils étaient, mais ça démontrait qu'il y avait quelqu'un qui était au contrôle. Année après année, les mêmes solstices se produisaient, les mêmes changements, puis ils pouvaient suivre les constellations, puis ainsi de suite, parce qu'il y avait quelqu'un au contrôle de toutes choses. Aristote disait la grande intelligence qui est évidente derrière le cosmos. Et aujourd'hui, on prend ça pour détourner les gens de la vérité de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de cela, qu'on puisse regarder l'astronomie en particulier. Puis, qu'est-ce qu'on va voir dans cette étude-là? On va voir premièrement les deux modèles des origines. Nécessairement, pour se tourner vers le cosmos, il faut parler des origines du cosmos. Puis, on va voir ces deux modèles-là encore qui nous donnent des informations concernant le cosmos. Ensuite, on va parler des indications de l'âge du cosmos. Il y a des phénomènes qu'on peut observer qui nous donnent une indication assez précise de l'âge du cosmos. Ensuite, on va parler de l'origine des étoiles, des théories concernant la formation des étoiles. Puis d'ailleurs, la formation des autres corps célestes aussi. On va regarder les preuves scientifiques et la grande théorie du Big Bang. Puis dernièrement, on va se concentrer sur la Bible et la cosmologie du Big Bang. Et juste avant de regarder ça, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, puis que le Seigneur puisse nous bénir, puis vraiment nous aider ce soir à voir qu'effectivement les cieux racontent la gloire de Dieu. Pas la gloire de la création, pas la gloire de la nature, la gloire du Créateur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce temps que nous prenons. Merci Père pour ces gens qui se sont encore déplacés par une 13e fois pour pouvoir considérer, Père, ces vérités spirituelles qui viennent de la parole de Dieu et aussi de l'observation de la création. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses ouvrir nos intelligences, je te prie que tu puisses m'aider à bien expliquer ces vérités et que, Seigneur, à travers les quelques semaines où on va parler du cosmos, que, Seigneur, on puisse développer une conviction profonde qu'effectivement, les cieux racontent la gloire de Dieu. Que cette étendue manifeste l'œuvre de tes mains et que c'est un langage qui parcourt les nations au point, Seigneur, que l'homme est inexcusable devant toi. Bénis ce temps, Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Donc, débutons avec les deux modèles des origines. Nécessairement, le premier modèle qu'on veut considérer, c'est le modèle de l'évolution et aussi le modèle de l'évolution théiste. On va juste les mettre ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui croient à l'évolution. Et ils croient que la nature est en accord avec cette théorie-là, que les données scientifiques sont en accord. Mais quand on parle de l'évolution, puis qu'on parle du cosmos, on parle tout de suite du Big Bang. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, le Big Bang? Probablement que la plupart d'entre vous. Et c'est une théorie concernant le début de l'univers. On nous parle du Big Bang comme un fait incontournable en cosmologie. On nous parle du Big Bang comme un a priori de l'astronomie qui est accepté alors qu'on considère le cosmos autour de nous. Maintenant, on ne nous dit pas d'où vient cette matière-là, la matière qui a explosé un jour. On ne nous dit pas pourquoi elle était toute compressée puis compactée au point qu'on pourrait même dire qu'un petit point sur une page comme la nôtre, un point sur le i du Big Bang, que toute la matière un jour était toute compressée dans un petit point comme cela, puis ça a explosé, puis finalement ça a produit tout l'univers autour de nous. Puis alors qu'on pense à ça, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment scientifique de dire cela? Puis en fait, certains auteurs vont aller jusqu'à pousser le ridicule à son maximum en disant que la matière même était tellement compressée que finalement, elle est apparue de rien du tout. Parce qu'on ne peut même pas la mesurer, on ne peut même pas la considérer. C'est comme si elle était créée ex nihilo. Ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Donc, toute chose est apparue de rien, comme cela, par les lois de la nature. Une théorie populaire en ce moment dans les milieux scientifiques, c'est la théorie de l'oscillation de l'univers. Cette théorie-là parle des phases d'oscillation de l'univers. En d'autres mots, dans le passé, toute la matière a été compactée dans un petit endroit, puis là, ça a explosé. Puis aujourd'hui, on voit le cosmos dans son expansion, on voit l'énergie du cosmos, on voit le son d'arrière-plan du cosmos qui nous parle encore de ce Big Bang-là. C'est les différents éléments sur lesquels il se base pour parler du Big Bang. Puis qu'un jour, dans plusieurs, peut-être dans 100 milliards d'années, l'expansion va cesser et ensuite on va commencer à voir que l'univers va revenir ensemble. Puis il va commencer encore à se comprimer dans une nouvelle phase d'oscillation jusqu'à temps qu'elle se compresse. Puis là, elle explose encore. Puis des centaines de milliards d'années, elle revient. Puis elle explose encore. Puis elle revient. Puis c'est pour ça qu'on peut nous parler de l'univers qui est éternel, qui explose, ensuite qui va revenir, qui explose. Et chaque phase peut durer des milliards et des milliards d'années. Mais sans aucune vérité ou aucun fait scientifique pour le prouver, mais c'est une explication qui fait que les gens se sentent à l'aise de croire au Big Bang. Parce que de toute façon, l'univers est éternel avec cette théorie-là. Et moi, je pense encore quand la Bible dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est vraiment une fable que cette théorie de l'oscillation. Lorsqu'on parle de l'évolution du cosmos, on parle que le cosmos serait vieux d'environ 15 à 20 milliards d'années. Puis donc ça, c'est la théorie en ce moment, c'est les chiffres qu'on nous présente. Avant, c'était moins, là, ça augmente un peu plus. Mais on estime entre 15 et 20 milliards d'années. Puis pour ceux qui croient que l'univers est éternel, mais c'est tout simplement, il y a 15 à 20 milliards d'années, ça s'est compacté, mais avant cela, et là, il y avait eu une autre expansion, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment farfelu de le croire. Ensuite, on parle de la formation stellaire. Oui, Chani? Pour estimer le 15 à 20 milliards d'années, ça base sur quoi? L'éloignement des galaxies? Bien, disons que non, pas vraiment. Il se base plutôt sur le temps que ça prendrait pour que le cosmos soit au niveau où il est, incluant les autres formes d'évolution, comme par exemple l'évolution sur la Terre. Il se base surtout sur le phénomène de l'évolution sur la Terre. Les premières
lorsque la vie est apparue, il y a 4,5 milliards d'années, puis combien de temps ça aurait pris pour que la Terre se refroidisse, puis les conditions soient idéales pour que la vie apparaisse, et ainsi de suite. Donc, c'est plus basé sur ce qu'ils peuvent voir sur la Terre, puis là, ils imposent ça à l'évolution cosmique. Donc, le de présent baser est sur le ça. passé. Oui, c'est ça, exactement. Alors qu'ils considèrent les phénomènes qu'on voit aujourd'hui, ils essaient d'estimer comment l'évolution aurait pu se produire. Mais une autre idée dans cette question-là de l'évolution, c'est que la formation de tous les corps célestes serait venue par un processus naturel, sans avoir besoin du tout du surnaturel, sans avoir besoin de l'aide de Dieu. En fait, lorsque ça a explosé, lorsqu'on a eu le Big Bang, la poussière, puis tous les débris ont commencé à se répandre à travers l'univers, puis à se former en galaxies, puis dans les différents systèmes, puis à commencer à produire des planètes, puis des soleils, puis ainsi de suite. Puis c'est grâce à cela que tous les corps célestes qu'on a aujourd'hui, tous les corps célestes qu'on a aujourd'hui viennent de cette poussière cosmique originale. Et ça, on va parler de ça. Je fais juste un peu un résumé. On va parler de ces questions-là. Est-ce que c'est possible que, par exemple, la planète Terre ait été tout simplement formée par de la poussière, puis des gaz, puis ainsi de suite, qui se sont joints grâce à la gravité, grâce à l'attraction. Puis là, finalement, avec le temps, ça a formé des noyaux, puis ça s'est développé, puis aujourd'hui, on voit les planètes comme elles sont aujourd'hui, par exemple, dans notre système solaire. Est-ce que physiquement, c'est possible que ça se produise? Et je peux tout de suite le dire, non, c'est impossible. Lorsqu'on met de la poussière et des gaz dans un vide, il va toujours y avoir une expansion. C'est impossible que la matière s'attire assez. On va parler de la troisième loi de Newton dans un instant. On a-tu un noyau de fer, nous autres, sphérique? Il y a des théories, il y a différentes théories pour expliquer qu'est-ce qu'il y aurait dans le centre de la Terre. On ne peut pas le savoir réellement, là. Mais il y a des différentes théories pour expliquer la gravitation, puis les caractéristiques de la Terre. Puis là, on estime que effectivement le noyau serait fait de telle et telle matière pour faire l'élément magnétique. Puis, mais ce ne sont que des théories parce qu'on ne peut pas vraiment le prouver. Mais, donc, on va parler de ces choses-là concernant ce modèle de l'évolution. Maintenant, le modèle biblique est bien clair. La Bible nous dit que Dieu a créé l'univers. Il n'a pas seulement créé la vie sur la terre, il a créé le tout. La matière, l'énergie, il a créé le temps, il a créé les lois, il a tout fait ex nihilo, encore cette expression-là, à partir de rien. Parce que Dieu est en dehors, il transcende le temps. Il transcende la matière, il transcende l'énergie qu'on connaît, les lois qu'on connaît, puis il a été capable de tout faire par sa parole. Et je pense qu'on devrait avoir un grand respect pour un être si puissant que ça, qui est capable de juste parler, puis de tout créer. Puis en fait, la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses aussi. Jésus, dans Hébreux chapitre 1, on nous dit que c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Comme on va le voir dans notre étude de l'Apocalypse, quand Jésus va déchirer les cieux, puis va descendre à la bataille d'Armageddon pour détruire les armées du monde qui vont s'être réunies dans la vallée de Megiddo, près de Jérusalem, puis qu'il va regarder ces armées-là, puis qu'il va prononcer leur damnation, puis leur destruction, puis que ces gens-là vont être instantanément détruits. Il n'y aura pas besoin d'envoyer une arme nucléaire pour faire ça. Juste par sa parole puissante, il peut dire « cessez ». Puis toutes les molécules de ces gens-là vont cesser d'être retenues ensemble, puis ils vont tomber, puis ils vont mourir. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu est tellement grand. Et la Bible nous dit que l'univers est récent et assez jeune, de 6 à 10 000 ans, d'après les chronologies bibliques. Puis en fait, j'ai écrit une thèse de doctorat que je vais publier comme un livre. Il faut juste que je le retravaille pour que ce soit plus lisible, parce qu'en ce moment, c'est très technique, pour que les gens puissent le lire. Mais je défends le fait que la Terre n'a pas plus que 10 000 ans. Puis que les phénomènes de la Terre nous montrent que la Terre est jeune. Là, peut-être vous dites, ah,
pasteur, c'est pas du tout ça qu'on nous dit. Les pierres, on les teste, puis ça nous donne des millions, puis peut-être même des milliards d'années, puis ainsi de suite. Mais pas du tout. Ce sont toutes des suppositions. La Terre est récente d'après le texte biblique. Dieu a créé l'univers directement, sans le processus de l'évolution. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'évolutionniste théiste qui essaie de mélanger les vérités du Créateur avec un processus aussi stupide, je le dis, que l'évolution. Un processus qui prône l'erreur, qui prône la violence, qui prône la destruction des espèces pendant des millénaires, puis même des millions d'années. Dieu n'a pas besoin d'une telle chose. Puis c'était bien plus simple pour lui de produire toute chose sans l'évolution, puis nécessairement, en ce moment, on parle du cosmos, sans l'évolution cosmique. Il y a différentes manières que le mot évolution est utilisé. C'est important de bien comprendre ces utilisations. Premièrement, on a l'évolution cosmique. Le mot évolution cosmique, ça parle de l'origine du temps, de l'espace, de la matière. Puis quand on parle d'évolution cosmique, nécessairement, on pointe toujours vers le Big Bang, qui était le commencement de l'univers. C'est frappant qu'on est prêt à croire qu'il y a un commencement, parce qu'effectivement, il y a des preuves scientifiques et philosophiques pour lesquelles il doit y avoir eu un commencement à l'univers. C'est impossible de croire à l'oscillation de l'univers et aux autres théories. Donc, ils font toujours référence au Big Bang, mais nous, on pourrait dire, oui, un Big Bang, mais venant de la voix de Dieu. Quand Dieu a tout créé des choses, quand Dieu a étendu la Terre et a étendu son cosmos. Mais une autre évolution, une autre définition d'évolution, c'est l'évolution chimique, qui parle de l'origine des éléments supérieurs à l'hydrogène. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que vous regardez la table des éléments, vous allez voir que le premier élément, c'est l'hydrogène. Mais il a fallu que tous les autres éléments évoluent d'éléments primaires. On estime que l'hydrogène, qui est l'élément qu'on retrouve le plus dans le cosmos, soit dit en passant, que l'hydrogène, ça serait l'élément primaire par lequel les autres se sont ensuite développés. Et donc, on parle de l'évolution chimique. Ensuite, il y a l'évolution stellaire ou planétaire. Alors que la matière, alors que l'espace commence à se développer dans le processus de l'évolution selon la théorie de l'homme, puis on a l'origine des étoiles et des planètes. Puis l'auteur dit, soit dit en passant, personne n'a jamais été témoin de la formation d'une étoile. On va parler, il y a toute une section où on va parler de cela. Et c'est vraiment juste l'imagination de l'homme. Il y a des gaz, il y a des supernovas qu'on peut voir, puis dedans ces supernovas-là, à travers les gaz, on voit des lumières au loin. Puis là, on dit, bon, ben, dans ces gaz-là, ils sont en train de tous se relier ensemble pour former des étoiles. Mais non, les étoiles sont bien plus loin que les gaz. Puis de dire que c'est comme ça qu'aujourd'hui même, l'évolution continue à se produire, c'est totalement farfelu, ça n'a jamais été prouvé. Oui, Anne? C'est qu'on a regardé de quoi sur l'ordinaire Charles. Tu sais, les bébés. C'est qu'ils ont fait. Ils ont pris des images de robots qu'ils ont pris depuis longtemps, là, puis ils voient de plus en plus loin. Puis ils ont remis ça ensemble, ils ont fait une animation, puis ce qui montrait les images, c'est un endroit où il y aurait la formation d'étoiles, mais qui sont comme dans une espèce de cocon quand ils sont libérés. Puis c'est pas comme les théories de ce qui s'attendait selon l'hypothèse, là. Ça serait différent, mais... Il y a beaucoup de choses dans les 10 dernières années qui ont été proposées, des nouvelles théories justement pour expliquer les nouvelles découvertes, mais toutes encore ces choses-là ne peuvent pas être amenées en laboratoire, ne peuvent pas être vraiment testées. Donc ça demande des hypothèses. Puis les astronomes chrétiens qui sont vraiment au courant des dernières découvertes, eux ils disent, encore une fois, on n'a pas plus d'explications qui sont valables, mais des théories peut-être plus raffinées, qui semblent encore plus précises, mais une fois qu'on les décortique, on s'aperçoit que ça demeure
que des théories. Ensuite, on a l'évolution organique ou biologique. Là, nécessairement, on nous parle de l'origine de la vie comme telle, à partir de la non-vie, puis ensuite, l'origine aussi de la matière vivante. Alors, le processus de développement de la vie dans les différents organismes qu'on retrouve, par exemple, sur la planète Terre, puis qu'on nous dit qu'on pourrait un jour retrouver sur d'autres planètes dans l'avenir. Donc, l'évolution organique. Ensuite, cinquièmement, la macroévolution. C'est un autre sens du mot évolution. Là, ça veut dire vraiment la grande évolution, ou l'évolution qui permet le changement d'une espèce dans une autre espèce. Les poissons qui sont devenus les mammifères, hein, les poissons qui sont devenus les premiers amphibies, puis ensuite ça a continué à se développer. On appelle ça de la macroévolution, mais ces 5 définitions-là, il faut comprendre que ce sont des définitions philosophiques. L'auteur dit religieuses, des définitions qui ne sont pas basées sur la science. Et effectivement, on n'a jamais prouvé aucune de ces catégories-là. La seule définition de l'évolution qui a été prouvée, c'est ce qu'on appelle la microévolution, qui parle tout simplement des variations. Donc, quand on parle avec quelqu'un des variations au milieu de la même espèce, comme on avait vu les 300-400 sortes de chiens, du chihuahua au grand danois, des variations effectivement, mais ça demeure des chiens. Et elle, nécessairement, elle est scientifique. Bien souvent, lorsqu'on lit les écrits des évolutionnistes, ils vont s'arrêter sur la microévolution pour démontrer que l'évolution existe, pour démontrer que la sélection naturelle est active encore aujourd'hui, puis qu'il y a des transformations. Et là, comme Darwin, il croit que si on aurait assez de temps pour voir, on pourrait voir l'accumulation de ces mutations-là, de ces changements-là, qui amèneraient de nouvelles espèces. Mais malheureusement, ça fait juste 150 ans, 200 ans au maximum qu'on étudie ces choses-là. Ce n'est pas assez longtemps pour voir l'accumulation et la macroévolution. Mais si on parle avec quelqu'un, c'est important de lui demander, quand il parle d'évolution, de quelle évolution parles-tu? Comme le docteur Gish, qui est un biologiste chrétien, microbiologiste chrétien, qui avait débattu avec le docteur Bell, qui est un microbiologiste évolutionniste à l'Université McGill à Montréal. Puis qu'est-ce qu'il avait fait, le docteur Bell? Il s'était concentré sur l'ADN en particulier et aussi sur des mutations génétiques au niveau de certains virus. Et ça demeure de la microévolution. Là, il dit, on le voit clairement que l'évolution est active, même aujourd'hui. Par laboratoire, on peut le découvrir très facilement. Oui, mais même les croyants, puis même ceux qui acceptent l'intelligence, puis le dessein intelligent derrière toute chose, vont dire, c'est certain que le Créateur a donné la capacité d'adaptation. Il a mis dans les organismes le code d'ADN avec assez de flexibilité pour lui permettre de permettre les changements d'une génération à une autre, comme par exemple des gens qui habitent en Scandinavie, puis des gens qui habitent en Asie, en Extrême-Orient, ou des gens qui habitent en Afrique, pour permettre à leur pigmentation de s'adapter à leur climat. C'est juste normal. Donc, mais c'est la seule évolution qui est prouvée scientifiquement. Je veux juste mentionner ça, mais là, on parle surtout de l'évolution cosmique. Maintenant, les indications de l'âge de la Terre. Lorsqu'on regarde des manuels scolaires, on nous présente des faits concernant le Big Bang. Et là, on nous dit que le Big Bang s'est produit il y a des milliards d'années. Il s'est produit il y a des milliards d'années. Et ensuite, on va nous parler de la lumière stellaire qui confirme cela. Le changement de la lumière qui montre on s'en va vers le spectre de pas l'ultraviolet, c'est qu'on prend l'infrarouge, donc qui montre l'expansion qui vient du Big Bang. Et en plus de cela, juste le fait qu'on sait que ces étoiles, ces galaxies, ces constellations sont dans les milliards d'années et qu'on a la lumière aujourd'hui pour les voir. Donc ça a pris des milliards d'années à la vitesse de la lumière pour que cette lumière-là se rende jusqu'à nous. Là, on nous présente ça comme des faits démontrant l'évolution du cosmos. Mais malheureusement, on ne nous donne pas toute l'information. On ne nous présente pas toute la vérité.
Puis lorsqu'on regarde finalement en détail toute cette question de l'évolution cosmique, on voit que beaucoup de ce qui est présenté, c'est tout simplement de la pure spéculation. Les évolutionnistes ont une grande imagination. Puis avec cette imagination-là, ils essaient de faire la promotion de leurs idées. Puis malheureusement, comme dans le planétarium, ils essaient de détourner les gens de la vérité de Dieu. Plus qu'une personne va loin dans son éducation séculière, plus qu'il y a une possibilité que la personne devienne un athée. Puis qu'elle refuse de croire à la Bible, puis refuse de croire à tout ce qui a rapport avec une intelligence derrière toute chose. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puis si on entend la vérité de Dieu, notre foi va se développer, on va être affermi dans la foi. Mais si on entend l'erreur, de la même manière, on peut être séduit et détourné de la foi. Ce n'est pas étonnant qu'un bon pourcentage des jeunes dans les églises évangéliques de l'Amérique du Nord puis de l'Europe quittent le Seigneur rendu à l'âge adulte. Pourquoi? On leur a dit toute leur vie que la Bible, ce n'était pas la parole de Dieu. On leur a dit toute leur vie que les faits scientifiques de notre monde démontrent qu'on n'a pas besoin du surnaturel puis qu'on n'a pas besoin d'un créateur. À un moment donné, si on le dit assez longtemps et assez souvent, les jeunes vont venir qu'à le croire. Et priez pour les jeunes de notre assemblée. Maintenant, c'est certain que mes enfants sont en grande partie, ils ont dans leur cours de sciences les explications de l'évolution et du créationnisme pour analyser les faits scientifiques, mais ils n'ont pas la propagande du monde du tout. Donc, ils sont quand même protégés. Mais priez pour les autres jeunes de l'assemblée. Moi, lorsqu'on s'est rencontrés récemment pour manger ensemble, il y a eu une de ces jeunes-là, puis c'est pas la première qui vient me voir. Une adolescente qui est venue me poser des questions, elle dit, moi, on me dit toutes sortes de choses contre la parole de Dieu, puis contre la foi, le christianisme. Puis là, elle a dit, j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre. Mais ils sont bombardés avec la propagande du monde, puis ils peuvent perdre leur foi à cause de ça. Et donc, on va examiner les faits qui nous viennent du cosmos, l'observation du monde autour de nous, pour essayer de mieux comprendre si effectivement les indications nous poussent vers ces conclusions-là de milliards d'années, ou si au contraire, le système solaire est en train de nous dire que Dieu a bien raison dans ce qu'il a révélé dans les Écritures. Donc, j'aimerais juste vous parler de quelque chose ce soir, puis on va nécessairement continuer la semaine prochaine. Mais par exemple, j'aimerais vous parler de la récession de la Lune. La récession de la Lune. On ne le réalise pas, mais on est en train de perdre notre Lune. Ne vous inquiétez pas, ça ne se produira pas la semaine prochaine, ou même dans le prochain décennie, ou même pendant votre vie. Mais la Lune, en ce moment, est en train de s'éloigner. L'attraction terrestre attire la Lune ou garde la Lune. C'est l'une des forces qui la garde, nécessairement, c'est la main de Dieu qui garde le système solaire, puis Dieu est au contrôle. Mais la Terre a quand même une attraction envers la Lune, puis d'après la troisième loi de Newton, la loi de motion de Newton, la Lune aussi attire la Terre. Puis d'après la masse, puis d'après la distance, il y a cet effet-là proportionnel. Vous savez, en fait, chacun de nous, on s'attire mutuellement. Pas que si je m'approche de Stéphane et je lui parle, on va se coller ensemble. Il y en a des fois peut-être que tu utilises ça comme excuse. Ah, ben il y avait tellement d'attraction. Il a fallu que je me colle un peu plus parce que l'attraction est très, très minime. On ne la sent même pas. Mais il y a une attraction, effectivement, entre tout objet. Oui. C'est ça, j'ai pas eu le choix, on s'est mariés. Mais donc, la Lune aussi attire la Terre. Et cet effet-là de la Terre et de la Lune, cette attirance-là, produit une accélération très minime. Mais une accélération tout de même de la Lune dans son orbite. Ce que ça fait, c'est qu'avec le temps, la Lune est en train de s'éloigner un peu de la Terre. À chaque année, on parle de 4 cm. C'est pas énorme. Oui, Chani? Donner une analogie pour aider les gens à comprendre. Vous savez, quand on prend un enfant par les bras et qu'on tourne sur nous-mêmes avec l'enfant, on tourne les airs.
Plus on tourne vite, plus c'est facile de tourner vite. C'est le même principe. Oui, c'est ça, exactement. Mais faites-moi ça avec les enfants. Surtout quand on est arrivé à la vitesse, on est obligé de les laisser aller. Là. Mais, donc, il y a vraiment ce phénomène-là. Puis, la Lune s'éloigne, on est capable de savoir de combien de distance à chaque année. Puis là, ça nous amène à cette conclusion-là que s'il est en train de s'éloigner aujourd'hui, puis on voit ça depuis un bon nombre d'années, ça veut dire que dans le passé, elle était plus proche. Mais si le passé est assez récent, de 6 à 10 000 ans, c'est pas problématique. Mais si effectivement notre système solaire s'est développé il y a des milliards d'années, c'est grandement problématique. En fait, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que la Lune est toujours là? On ne devrait plus avoir de Lune. Là, je parle de la Lune autour de la planète Terre, mais vous savez, dans le système solaire, il y a des dizaines de lunes autour des planètes du système solaire. Pourquoi sont-elles toujours là? Pourquoi n'ont-elles pas été propulsées tout simplement, puis envoyées à travers le système solaire, puis peut-être capturées par le Soleil, puis détruites entièrement? Mais nous avons toujours la Lune. Il y a 1000 ans, la Lune aurait été à peu près 125 pieds de plus près. Je m'excuse parce que je n'utilise pas le bon système de mesure, mais je n'ai pas pris le temps là, de faire la conversion. Mais donc, il y a environ 1000 ans, on parle de 125 pieds de plus près. Ça, c'est pas problématique pour les tides, les marées, ces choses-là. C'est correct, 125 pieds. Il y a 1 million d'années, la Lune aurait été 28 000 de plus près de la Terre. Encore là, ça aurait été possible d'avoir une vie sur la Terre jusqu'à un certain point. Il y a 10 millions d'années, elle aurait été 284 000 de plus près de la Terre. Ça commence à être problématique. Il y a 100 millions d'années, 2840 000 de plus près. 1 milliard d'années, 28 000 de plus près. Puis 1,4 milliard d'années, il y aurait eu contact. Mais 1,4 milliard d'années, c'est pas énorme dans l'histoire de la Terre. On parle de beaucoup plus que cela. Et donc, si on regarde scientifiquement, on voit que le cosmos est en train de dire la planète Terre n'existe pas depuis 4,5 milliards d'années. C'est impossible. On n'aurait pas pu exister sur la Terre. Il y a eu des gros problèmes. Mais la Lune est en train de nous dire, puis en fait, tout le système solaire qu'on peut mieux étudier que les constellations et les galaxies au loin, tout le système solaire, la conclusion, vous allez voir alors qu'on avance, je vais vous donner des citations d'experts, mais tout le système solaire a une voix unifiée pour nous dire que tout est très jeune. Ça n'a pas des milliards et des milliards d'années, bien loin de ça. C'est pour ça que je vous ai donné dans vos feuilles un petit graphique pour illustrer ce phénomène-là, pour démontrer que la Lune, dans le passé, aurait été problématique si effectivement on accepte les théories de l'évolution. Il y a beaucoup de phénomènes, non seulement dans le cosmos, mais des phénomènes aussi sur la Terre, qui nous montrent effectivement que la Terre ne peut pas être vieille. On parle des méthodes de datation. Dès qu'on mentionne ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me nommer une méthode de datation? Oui, Stéphane. Carbone 14, nitrogène 14. Donc, la radiométrie, la datation aux isotopes radioactifs. Puis dès qu'on parle de méthode de datation pour donner l'âge de la Terre ou l'âge des phénomènes sur la Terre, on pense tout de suite à la radiométrie. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres phénomènes sur la Terre qui ne sont pas d'accord avec la radiométrie, qui démontrent que la radiométrie n'est pas exacte. Puis en fait, si on fait juste examiner la radiométrie, on n'aura probablement pas le temps de le faire, mais le même constat vient, ce n'est pas du tout une méthode de datation qui est fiable. Je veux juste vous donner un exemple de ça. On va voir qu'on lit son livre. Juste vous donner un exemple de ça. C'est là qu'on voit la propagande depuis les 150 dernières années qui sont données
à partir des milieux académiques, et ainsi de suite. On veut faire vraiment faire en sorte que les gens ne croient pas dans la parole de Dieu. Puis c'est très efficace. Bien souvent, on parle avec des gens, ben on sait que la Bible n'est pas vraie, la science l'a démontré. Ah, comment ça se fait que la science l'a démontré? Puis là, ils embarquent dans toutes ces questions-là, parce que la Bible parle d'une création récente. On sait que la création des milliards d'années, on sait que l'évolution, c'est un fait. C'est plus une théorie, c'est une loi scientifique dans l'esprit des gens. Puis c'est présenté dans les manuels comme cela maintenant. Avant, au moins, ils disaient que c'est une des théories pour expliquer les origines et le développement de toutes choses. Maintenant, on parle des faits, on parle des lois scientifiques. Puis vraiment, on va trop loin. Puis d'ailleurs, même la théorie, la question de la théorie, c'est déjà trop loin. Mais quand on considère l'univers autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes qui ne peuvent pas du tout être expliqués, puis des faits scientifiques qui ne fonctionnent pas avec les théories populaires de l'évolution. Je veux juste vous parler des chutes Niagara. Vous savez, les chutes Niagara, on a l'érosion des chutes Niagara, on sait exactement où les chutes ont débuté et où elles sont rendues aujourd'hui, puis on peut savoir le taux d'érosion à chaque année. Puis là, on estime que dans 2 décennies, les chutes vont être rendues à tel endroit. Parce qu'effectivement, les millions et les millions de gallons d'eau qui tombent dans les chutes Niagara sont en train de gruger les roches. Et on a des photos des chutes dans les années 20. Ils n'étaient pas où ils sont aujourd'hui. On a des photos dans les années au 19e siècle. Elles n'étaient pas. Ils sont vraiment en train de tout être en train d'être le verbe, en tout cas, érosion, érodé, c'est ça. Mais il y en a une grande question concernant les chutes Niagara. Si on regarde le cheminement qu'elles ont fait jusqu'à présent, on estime que les chutes Niagara ne peuvent pas être plus vieilles que 20 à 25 milliers d'années. C'est impossible. Elles seraient rendues, en fait, si on parle de millions d'années, elles auraient traversé les États-Unis, elles seraient rendues dans le golfe du Mexique. Au taux d'érosion qu'on a, c'est une méthode de datation, les chutes Niagara. Mais pourquoi 20 à 25 milliers d'années si la Bible nous parle de 10 000 ans? Parce qu'il y a eu une catastrophe universelle qui a changé la topographie de la Terre. Puis en l'espace de quelques jours et quelques semaines, l'eau du déluge universel a fait une érosion majeure sur la Terre. Puis c'est pour ça qu'on a l'impression que certains phénomènes pointent vers 20, 25, 30 000 ans. Mais c'est à cause de l'effet du déluge et de la transformation. Les montagnes se sont élevées, Psaume 104 au verset 8, et les vallées se sont abaissées. La topographie a été altérée sur la Terre. Mais les chutes Niagara, c'est un témoignage que le monde est récent. C'est juste un exemple de ça qu'on pourrait vous donner toutes sortes d'exemples. Mais au niveau du cosmos, il y a des exemples. Puisqu'on parle de la Lune, on peut s'arrêter sur la question de l'origine de la Lune. Vous savez, des fois, on ne réalise pas. On regarde le monde autour de nous, puis il y a des choses qui sont tellement mystérieuses qu'on n'est même pas conscient. Vous savez, le fait qu'il y a une Lune, c'est quelque chose de totalement mystérieux pour les scientifiques. Pas juste notre Lune, les autres lunes du système solaire. C'est quoi leur but, finalement? Non, mais c'est pas la question du but. Pourquoi est-ce qu'il y a une Lune? Comment est-ce qu'on pourrait avoir une Lune? D'où vient la Lune? Comment s'est-elle formée? Mais on va regarder quelques théories. Par exemple, la théorie de la fission. Cette théorie-là, c'est qu'à un moment donné, lorsque la Terre était encore chaude, lorsque la Terre était encore en train d'évoluer, elle tournait extrêmement rapidement. Puis une section de la Terre qui s'est déchirée. Puis là, elle a commencé à flotter autour de toute cette masse-là en fusion. Et alors que ça s'est refroidi, et là, on a eu la Terre, puis ce bloc-là qui vient de la Terre, qui s'est mis à tourner autour de la Terre. Maintenant, il y a des problèmes avec ça. Un des problèmes que cet auteur-là ne mentionne pas, c'est qu'il n'y a pas de cratère assez gros pour expliquer qu'un morceau comme ça serait enlevé de la Terre, même avec le refroidissement et la transformation dans les centaines de millions d'années, ça aurait laissé quand même un impact majeur. On aurait pu voir sur la topographie de la Terre, oups, il y a quelque chose qui était ici et qui n'est plus là aujourd'hui. Mais ça n'existe pas. Mais quelques problèmes. Premièrement, la Lune est différente chimiquement. Les composés de la Lune
ne sont pas les mêmes composés que nous retrouvons sur la Terre. Il y a une différence. On a pris assez de spécimens, on a pris assez de roches lunaires pour savoir que la Lune et la Terre ne viennent pas de la même origine. Ensuite, au niveau de la physique, ce qu'on connaît de la physique, la Terre n'aurait jamais tourné assez vite pour faire en sorte qu'elle se brise, puis qu'il y ait un morceau comme ça qui soit propulsé, puis ensuite qui commence à tourner autour. Ça ne se fait tout simplement pas d'après les lois de la physique qui sont connues. Puis dernièrement, la Lune serait complètement désintégrée. Dans les modèles qu'on a essayé de faire par ordinateur pour démontrer le phénomène qu'une masse comme ça aurait pu s'arracher d'un gros corps, puis ensuite tourner autour de ce corps-là, non, ça se serait tout décomposé puis désintégré. Ça aurait été vraiment trop violent, ça n'aurait pas pu survivre. Puis finalement, on n'aurait pas plus de lune à cause de ça. Et comment ils expliquent que le morceau est parfaitement rond? Oui, bien là, ça c'est... L'évolution, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça adoucit les problèmes comme ça, puis ça rend des phénomènes plus acceptables. Il y a un papier semblé. Oui, c'est ça. Mais donc, la théorie de la fission, bien souvent, est rejetée à cause que c'est tout simplement trop farfelu. Maintenant, on a une autre théorie concernant l'origine de la Lune. C'est la théorie de la capture de la Lune. C'est-à-dire que la Lune aurait été un corps céleste quelconque, comme un météore ou comme un autre des corps célestes qu'on voit qui flottent dans le système solaire. Puis à un moment donné, il avait passé assez proche de la Terre, puis la Terre l'aurait capté par sa force gravitationnelle, et là, elle se serait placée autour de la Terre, puis depuis ce temps-là, on a un petit cousin qui nous suit dans notre cheminement autour du Soleil. Mais il y a des gros problèmes avec ça. Premièrement, la Lune aurait perdu son énergie. C'est-à-dire, d'après les modèles qu'on a testés, les physiciens encore, la rotation de la Lune aurait été grandement affectée si ça avait été possible pour la Lune d'être captée, et la Lune n'aurait pas du tout une orbite comme on l'a aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste dans la question, je vous dis juste ce qui est remarqué par les experts. Mais deuxièmement, la Lune, on a l'effet boomerang. Lorsque quelque chose passe près d'un corps avec une attraction comme ça. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être absorbé, mais au contraire, ça va propulser la chose encore plus rapidement. Ça va être comme un boomerang, puis il va partir plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu le film Apollo 13? C'est l'histoire de cosmonautes qui avaient une mission d'aller à nouveau sur la Lune, puis ils ont eu des problèmes techniques, puis finalement ils ont perdu la propulsion, puis ils ont eu toutes sortes. Il y avait une bonne possibilité qu'ils meurent dans l'espace. Et une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est de les envoyer autour de la Lune, assez près de l'attraction de la Lune, pour que la Lune puisse les renvoyer plus fort. Tout l'effort qu'ils ont pris pour diriger leur vaisseau, puis l'essence qu'ils ont pris pour diriger leur vaisseau près de la Lune, pour que ça puisse les projeter assez fort pour qu'ils se rendent sur la Terre. Sinon, il n'y avait pas d'espérance pour eux. Ils n'avaient pas assez de carburant, puis il y avait trop de problèmes avec le véhicule. Puis, vous savez, c'est exactement ce qui s'est produit. L'attraction de la Lune, à cause des coordonnées, puis à cause de la distance, puis à cause des calculs, a fait en sorte qu'ils ont été projetés juste assez fort pour survivre. Ils ont dû couper tous les systèmes pour essayer de vraiment prendre le moins d'essence possible, puis ils ont été capables de revenir sur la planète Terre. Puis on a cet effet-là, l'effet boomerang, lorsque un corps passe près d'un autre corps comme ça. Donc l'idée que la Lune a été capturée comme ça, ce corps céleste-là a été capturé autour de la Terre, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas scientifique. Maintenant, une autre théorie, la théorie de la double évolution. Cette théorie-là, c'est que la poussière cosmique qui flottait autour du Soleil, qui s'est finalement joint ensemble, et les débris du Big Bang se sont joints ensemble pour former la planète Terre, aurait aussi formé la Lune. C'est juste qu'ils se sont un peu séparés un de l'autre pour se regrouper ensemble, faire leur noyau, développer leur centre d'attraction. Puis là, ensuite, ils ont pu commencer à fonctionner ensemble.
Il y a un gros problème à ce niveau-là, c'est que, encore une fois, la Terre et la Lune sont différents chimiquement. Ça ne pouvait pas être une évolution commune, parce qu'ils sont tout simplement différents. Puis en plus, on nous dit qu'il est improbable que l'attraction gravitationnelle de la Terre aurait pu joindre la Terre et la Lune ensemble dans un tel contexte. Soit probablement que ce serait tout simplement éloigné l'un de l'autre. Puis il serait allé plus loin dans le système solaire. Et de toute façon, on n'a pas vraiment d'idée comment est-ce que ces choses-là auraient pu se faire. Mais quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure explication pour toute chose? Comme un auteur a dit concernant la Lune, il dit « L'origine de la Lune est toujours un mystère sans solution. » Puis remarquez que ça a été écrit en 1998. C'est assez récent, c'est pas en 1950, en 1998. Il dit en tant qu'astronome, alors qu'il regarde les différentes théories, il n'y a aucune théorie qui fonctionne avec les faits scientifiques qui sont connus, avec les forces de la physique, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que la Lune est là? On ne peut pas l'expliquer par des phénomènes naturels. Là, souvent, ce qu'ils vont dire, mais on doit faire plus de recherches. Puis à l'avenir, on va peut-être découvrir de nouveaux phénomènes, puis des nouvelles lois, puis des nouveaux processus. Et vous savez, l'humanisme, c'est un éternel enthousiasme. Il dit, si on dit, non, c'est Dieu qui a fait ça comme ça, on va arrêter de chercher des solutions. Puis en fait, on va être en train de brimer le progrès scientifique. Mais pas du tout. Ceux qui disent que Dieu le fait ne cessent pas d'analyser l'univers que Dieu a fait, puis de continuer à voir là, toute la gloire du Seigneur dans le cosmos. Oui? J'essaie de voir, je sais qu'il y a des planètes qui tournent contraire à la Terre, elle tourne comme ça, puis il y a des planètes qui tournent comme ça, donc comment est-ce que ça pourrait venir de la Terre? Mais ça. la Lune, elle ne bouge pas. Oui, elle a une rotation. Donc elle bouge, là. Oui. C'est quoi sa rotation? Oui. Est-ce que c'est pareil à la Terre? Je pense que oui. OK, donc la Lune, elle serait pareille à la Terre, puis les autres planètes ne seraient pas. Oui, la raison pourquoi est-ce que mon épouse dit ça, on va voir ça un peu Mais plus c'est parce tard. qu'il y a un côté sombre de terre. C'est ça. Oui, mais c'est à cause de justement l'inclinaison qu'elle a, puis la manière qu'elle tourne autour de la Terre. Mais la raison pour mon épouse dit ça, c'est quand on pense à l'évolution du système solaire, la théorie, c'est que cette évolution-là se serait produite à cet endroit-là à cause, encore une fois, les gaz, puis la poussière, puis la matière, puis là, tous les effets gravitationnels auraient produit le Soleil avec ses caractéristiques, puis ensuite, autour du Soleil, les autres gaz auraient produit les planètes qu'on voit, puis les lunes qu'on voit. Mais il y a un gros problème avec ça, c'est que si toute cette matière-là, et tous ces effets-là viennent du Big Bang, ils auraient dû arriver dans le même sens. On devrait avoir le Soleil et toutes les planètes et les lunes qui tournent dans le même sens. On appelle ça la loi de la conservation du momentum angulaire. Si vous prenez une roche puis vous l'envoyez sur un rocher, puis que la roche tourne comme cela, lorsqu'elle va frapper le rocher et qu'elle va se fracasser, tous les petits fragments vont tourner dans la même direction. C'est le principe de la conservation du momentum angulaire. Puis donc, le système solaire nous dit que ça ne s'est pas produit par l'évolution stellaire et cosmique. Parce qu'il y a des planètes qui tournent dans un sens, il y a d'autres planètes comme la Terre qui tournent dans un autre sens, le Soleil tourne dans un autre sens, puis même autour, par exemple, de Jupiter, je pense qu'il y a 17 lunes autour de Jupiter. Il y en a qui tournent dans le même sens que Jupiter, puis il y en a d'autres qui tournent dans l'autre sens. On ne peut pas expliquer ces phénomènes-là. C'est le sens de l'humour de Dieu. Ben oui, c'est le sens de l'humour de Dieu, exactement. Et la meilleure explication, puis qui n'est pas farfelue lorsqu'on regarde les faits et qu'on veut être honnête, c'est que la Lune fut créée dans son orbite actuelle il y a environ 6, peut-être 10 000 ans. Puis c'est mieux, c'est une meilleure explication que les théories humaines pour expliquer ces phénomènes-là, puis expliquer pourquoi est-ce qu'on a une Lune.
Peut-être que la prochaine fois qu'on va voir la Lune, on va la voir un peu différemment. Pourquoi tu es là, toi? D'où viens-tu? C'est quoi ton origine? Là, on va pouvoir penser à ce que la parole de Dieu, comme on va le voir dans un instant, on va pouvoir voir, oui, Dieu, tu nous as donné un témoignage irréfutable. Même les théories de l'homme ne peuvent pas présenter une meilleure explication pour l'origine de la Lune. Il semble bien que toutes les théories populaires pour la formation de la Lune possèdent des problèmes fatals. Mais bien que la nature de la Lune ne peut s'expliquer par des faits naturels, le créationnisme n'a aucun problème. Dieu l'a fait où elle est et comme elle est. Puis c'est comme ça qu'on peut accepter la vérité comme étant plus probable et étant une meilleure explication du phénomène de la Lune. Un autre auteur dit, concernant la Lune semble être un objet tellement improbable. Les théoriciens furent contraints à plus d'une occasion par leur frustration à suggérer facieusement qu'elle n'existe même pas. C'est juste un figment de notre imagination. On va se fermer les yeux, ça se peut pas qu'il y ait une lune autour de la Terre. Pas par un processus qui est entièrement naturel. Mais nous, on a le témoignage des Écritures. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis il l'a fait exactement comme il le désirait pour démontrer que ce n'est pas par des choses visibles, mais par des choses invisibles, par la parole même de Dieu. En fait, Genèse 1, verset 16 nous dit que Dieu fit les deux grands luminaires pour être un témoignage. Puis il dit le plus grand luminaire pour présider au jour, ça c'est le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le soleil est énorme. En fait, si je ne me trompe pas, on pourrait mettre 1 million de terres dans le soleil. Il est assez gros pour ça. Et que la Lune est petite. Mais dans l'observation, ce qu'on appelle le langage du phénomène, c'est la révélation de Dieu qui nous a dit que le soleil était plus grand. Avant qu'on puisse vraiment scientifiquement examiner ces choses-là. Parce qu'il y a des moments dans les saisons où la Lune, avec sa proximité de la Terre, son orientation, et ainsi de suite, semble plus grosse que le Soleil. Mais Dieu nous dit non, non, non. Le plus grand, c'est le Soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, cette question-là de la Lune, ce qu'elle nous dit, c'est que le cosmos est récent. La Lune ne peut pas avoir des milliards d'années. Si le présent, c'est la clé à notre théorie du passé, parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la Lune. Elle ne peut pas être vieille de milliards d'années, même des centaines de millions d'années. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Maintenant, j'aimerais vous parler des comètes. Un autre témoignage, puis une autre indication concernant l'âge du système solaire. Il y a des comètes qu'on appelle à long terme. Ces comètes-là sont assez gros pour pouvoir durer assez longtemps dans le système solaire. C'est-à-dire que quand ils passent à travers le système solaire puis qu'ils tournent autour du Soleil, une partie de la comète est consumée, est vraiment brûlée par le Soleil. Donc, elle diminue. Puis là, ensuite, elle repart, puis elle revient. Puis il y a d'autres comètes qui sont assez tout petites, que finalement, ils font peut-être 2 rotations dans leur vie, puis elles sont complètement dissoues. Donc, on a estimé qu'il y a environ 500 comètes à long terme, puis une centaine de comètes à court terme. Mais si on pense au système solaire, parce que les comètes voyagent dans les extrémités du système solaire, puis ils demeurent dans notre système solaire, si le système solaire est vieux de milliards d'années, comme on m'a dit, pourquoi y a-t-il encore des comètes? L'âge d'une comète de 10 km de circonférence serait environ de 10 000 ans maximum. Elle ne pourrait pas passer plus que pendant 10 000 ans de temps avant d'être complètement consumée, mais on en a encore 500 comètes. Comment se fait-il qu'il y a encore des comètes si ça fait des milliards d'années?
elle devrait tout être consommée. Oui? C'est quoi une comète? Excusez-moi. Une comète, c'est un amas de différents cristaux. Peut-être il y a des gaz, il y a de la glace, bien sûr, qui voyagent à travers le système solaire. Par exemple, la comète de Halley, qui passe à chaque 92 ans, si je me trompe, 72 ans, 72 ans, qui passe à travers le système solaire. Donc, une personne, si elle est chanceuse, elle l'a vu dans sa jeunesse, peut-être qu'elle va pouvoir le voir une autre fois dans sa vie. On l'a vu, on l'a vu. Oui, mais il y a des comètes comme ça qui voyagent. Il y a une différence avec des météores, des météorites. Les comètes, c'est que c'est assez gros. Si une comète venait qu'à frapper la Terre, ça pourrait vraiment mettre en danger l'existence de la Terre. Non, c'est de la glace. En général, c'est des gaz, c'est de la glace. Les noyaux, il y a différentes théories concernant. Oui, On en a dans sa c'est comète. Ben, je pourrais peut-être regarder un peu plus en détail c'est quoi les composés d'une comète. Mais je sais que. La glace qui passe puis qui s'en va ailleurs. Oui, c'est ça. Dans l'eau comme ça, qui s'en va n'importe comment. Il y a une orbite. Non, il suit une orbite, puis il s'en va aux extrémités du système solaire, puis il revient, mais ça prend un certain temps pour pouvoir se rendre. Puis, donc, on peut calculer précisément, puis pas juste nous autres aussi, avec notre technologie, mais dans le passé. Par exemple, les Chinois, ils avaient toutes là, des chartes de différentes comètes, puis ils étaient très précis. Puis il y a d'autres peuples aussi à travers le Moyen-Orient qui suivaient les comètes. Puis pour eux, c'était des présages soit de mauvais sort, ou des présages de bénédiction des dieux, puis ainsi de suite. Mais les comètes, on connaît les distances qu'ils voyagent, on connaît les fréquences à travers le système solaire. On est capable de déterminer combien ça prendrait de temps avec ce qu'ils perdent à chaque fois qu'ils passent autour du Soleil, comment ça prendrait de temps pour qu'ils soient complètement dissous. Puis maximum, l'âge d'une comète, ça serait environ 10 000 ans, d'après certaines théories. Mais là, si ça fait des milliards d'années que notre système solaire existe, pourquoi y a-t-il encore des comètes? Pourquoi la comète d'Halley continue-t-elle à faire ce voyage-là à travers le système solaire? Maintenant, on nous dit qu'il y a une réponse à cela. C'est qu'il y a un nuage de comètes qui se trouve juste à l'extérieur du système solaire. Puis on l'appelle le nuage d'Oort. Oort, c'est l'astronome qui a proposé ce nuage-là. Il nous dit une fois de temps en temps, à travers l'évolution cosmique, il va y avoir un météore qui va frapper ce grand nuage-là avec rempli de comètes qui va frapper ce nuage-là. Non, dans la ceinture de Kuiper, ça c'est près de Jupiter. C'est quelque chose d'autre. On va en parler juste dans un instant. Oui, parce qu'il y a effectivement, il y a des amas si on pourrait dire, pas des météores, mais ils appellent ça des corps célestes d'une certaine dimension qu'on est capable de voir avec les télescopes qui sont près de Jupiter, puis qui tourneraient probablement tout autour du système solaire. Mais là, ce n'est pas dans la même catégorie que les comètes. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que certainement des météores vont frapper ce nuage-là, puis une fois de temps en autre, vont nous envoyer une nouvelle comète, toute fraîche, qui n'a pas encore été dissous, puis ensuite, elle va rentrer dans un orbite, elle va commencer à tourner. Puis c'est pour cela qu'on a encore des comètes aujourd'hui. Vous savez, c'est totalement frauduleux. C'est totalement une fabrication de l'imagination humaine. Le problème avec ce nuage d'Oort, c'est qu'il n'a jamais été observé. C'est juste quelqu'un qui s'est arrêté pour dire « ça prend une explication ». Il faut qu'on montre pourquoi est-ce qu'on a encore des comètes. Le cosmos ou notre système solaire, du moins, ne peut pas être vieux parce qu'on sait que ces comètes-là sont en train de se dissoudre. Elles ne peuvent pas être très, très vieux. Le système ne peut pas être très, très vieux. Donc, il doit y avoir une source de comètes à l'extérieur du système solaire. Ensuite, il n'y a aucune preuve qu'il existe réellement. Puis en fait, c'est un peu farfelu de croire ça. Mais ça n'arrête pas les scientifiques lorsqu'ils veulent justifier leur théorie. Oui. Est-ce qu'ils justifieraient la théorie justement en extrapolant l'orbite de ces comètes-là? Puis là, ils déterminent que ça tombe à l'extérieur de notre système solaire et donc là, on n'est pas capable d'observer là. Puis ça serait donc le nuage serait à l'extérieur du système solaire?
Je sais qu'ils disent cela, que ça doit venir de l'extérieur parce que sinon on pourrait les voir. Par exemple, la ceinture de Kuiper, qui encore là est un petit peu, ça n'a jamais été prouvé. Je vous parle de cela dans un instant parce que les éléments qu'on voit flotter dans le système solaire, les corps célestes, ils ont d'environ 100 à 500 km de diamètre. Un diamètre ou circonférence, là il faudrait que je vérifie. Tandis que les comètes, maximum, ils ont 10 km. Donc, ça ne peut pas venir de cette ceinture-là de Kuiper. Donc, ils disent que ça doit être à l'extérieur parce qu'on est capable quand même de bien voir le système solaire. On est capable quand même de bien, analyser les différents corps qui flottent. Oui, ça, c'est en anglais. C'est les objets qui viennent de la ceinture de Kuiper, qui dirait qu'ils ont à peu près K-U-I-P-E-R. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Mais c'est pas un Q, c'est un K. Kuiper. Mais de toute façon, on va s'arrêter. Notre temps est déjà terminé. On va revenir là-dessus. On va voir que les astronomes disent, bon, c'est de la fabrication, mais c'est une explication qui est mieux que de croire que le cosmos est jeune. Et là, on va voir, est-ce que c'est vraiment scientifique de proposer ça? Et juste en passant, un des auteurs dit, à chaque année, il y a des écrits qui proposent ça aux enfants, puis aux étudiants, puis aux universitaires, qu'il y a ce nuage-là d'or, puis cette ceinture de Kuiper-là qui est en train de nous donner tout ce qui est nécessaire pour expliquer les phénomènes du système solaire. Mais c'est totalement de la fabrication, de la spéculation et de l'imagination. Ça n'a rien à faire avec les faits scientifiques. On va ensuite parler de l'âge du Soleil. Qu'est-ce qu'on sait de l'âge du Soleil? Et de d'autres corps célestes qu'on peut voir, les galaxies, les caractéristiques des galaxies, par exemple la Voie lactée. On est capable d'avoir une belle image de la Voie lactée. La manière que la Voie lactée est faite, notre propre galaxie, démontre qu'elle ne peut pas être très très vieille. Elle n'aurait plus du tout ses formes à cause de la vitesse de la rotation qui est différente au centre, puis à l'extérieur, elle n'aurait plus du tout sa forme, d'après ce qu'on connaît de la Voie lactée. Mais des exemples comme ça du cosmos qui nous montrent que finalement, on est mieux de juste croire la parole de Dieu que toutes les théories humaines. On va s'arrêter avec ça pour ce soir.